Non. Bonjour, je suis PH en anesthésie-réanimation cardio-thoracique au CHU de Rennes et je viens vous présenter une étude qui a été menée donc, en réanimation cardio-thoracique et qui change un petit peu de tout ce qu'on a entendu jusqu'ici, puisque je vais vous parler de communication et de bien-être des soignants. Ah oui, j'entends des petits commentaires et je comprends, mais je vais tout faire pour maintenir votre attention. Et je vais vous raconter déjà comment est née cette étude. Et bien, tout simplement, on s'est intéressé à la communication thérapeutique, à créer du lien. Et on sait déjà depuis de nombreuses années que les mots, ça peut faire mal. Ça augmente l'anxiété de nos patients. C'est également dit depuis un peu de temps, depuis 1998, que ça devrait faire partie prenante de la formation des professionnels de santé. Et puis, on sait que si cette communication, elle peut être délétère, elle peut aussi être thérapeutique, diminuer la douleur, diminuer l'anxiété de nos patients, renforcer l'adhésion aux soins et également l'efficacité des traitements. Donc, pour les patients, c'est évident, la communication thérapeutique, elle a un sens. Et pour les soignants, pourquoi pas? Et on s'est dit, comment est-ce qu'on va pouvoir évaluer ça chez les soignants, le bien-être? On a regardé les échelles de qualité de vie au travail, on n'était pas convaincus. Et puis finalement, ça a été assez simple. Il y a un phénomène de société, un phénomène d'actualité qui sort dans les médias, dans les revues, dans tout ce qu'on peut trouver à l'heure actuelle, le burn-out. Et pourquoi encore plus chez nous? Parce qu'on est une population à risque et reconnue. Effectivement, on est exposé du fait de nos métiers, du fait du stress, du travail dans l'urgence, de la confrontation à la mort, avec une morbidité qui s'ensuit, qui est importante, et des répercussions humaines à la fois individuelles, mais également sur l'organisation et la qualité des soins. C'est une maladie qui est reconnue à titre professionnel, et quand on regarde plus précisément en réanimation, ça touche les médecins réanimateurs, mais également les paramédicaux. La prise en charge du burn-out, elle est bien décrite. On parle de prise en charge, de parcours de soins, de support psychologique, social. Mais finalement, si on s'intéresse aussi à la prévention, il y a des grandes thématiques qui ressortent et qui sont autour de la communication. D'où l'idée, est-ce qu'il peut y avoir un impact d'une formation en communication thérapeutique sur l'équipe d'une réanimation autour de leur bien-être via une échelle de mesure de l'épuisement professionnel? On a tous dans nos équipes des personnes qui sont formées à la communication thérapeutique, mais c'est souvent 5, 10, 15 personnes. Et là, l'idée était de se dire, et qu'est-ce qui va se passer si on forme l'ensemble d'une équipe, paramèdes et médecins? La question, c'était quelle échelle utiliser? Ça a été assez facile. On a utilisé une échelle qui est validée, multi-utilisée, la Maslach Burnout Inventory. Vous avez un extrait qui est présenté ici. Vous avez 22 items qui sont soumis à chaque personne, qui remplissent de 0 à 6 la fréquence de survenue de chaque item. Ces items, ils sont ensuite classés en 3 dimensions: l'épuisement professionnel, la dépersonnalisation et l'accomplissement personnel. L'épuisement professionnel, ça on l'entend, la pénibilité, la fatigabilité du travail. La dépersonnalisation, donc ça va être un peu la perte d'empathie, la distance émotionnelle. Et puis l'accomplissement personnel, ça va être la balance positive dans ce score qui va se soustraire à l'addition des 2 premiers pour classer le burn-out en degré léger, modéré ou élevé. Donc, comment s'est déroulée cette étude? C'était une étude monocentrique, prospective, observationnelle, qui a été mise en place après accord du comité d'éthique. Était remis à chaque soignant de façon individuelle le fameux questionnaire sur l'épuisement professionnel, qu'il remplissait de façon anonyme et qu'il repassait ensuite tout simplement dans une pochette au sein de la réanimation. Ensuite, secondairement, a lieu la formation. La formation, c'était toute en organisation parce qu'on voulait des petits groupes de 10 à 15 personnes. On voulait que ça soit à la fois théorique, pratique, centré sur la réanimation cardio-thoracique et sur nos pratiques. Il fallait qu'elle soit courte pour des soucis d'organisation, donc ça a été seulement 3 fois 2 heures, et c'était réalisé par des binômes médecins et IDE qui étaient déjà formés, avec un contenu de cette formation qui était validé par un formateur de l'Institut Émergence en formation en recherche sur l'hypnose et la communication thérapeutique. Au terme de cette formation, on remettait à chaque soignant un petit pense-bête, un mémo sous forme de marque-page qu'il pouvait avoir dans sa poche et qui reprenait en fait les clés, les grands items théoriques qu'on avait pu aborder au cours de cette formation pour avoir des petits rappels et puis pour tout simplement aussi pouvoir en discuter tous ensemble. Passé 3 mois, tout simplement, on a redistribué individuellement les questionnaires et refait un état des lieux de là où on en était. Au début,
de ce projet, la réanimation, elle comptait 71 soignants, donc paramédicaux et médecins anesthésistes réanimateurs. Avant la formation, il y en a 43, 61% qui ont répondu au questionnaire. Là où ça a été top, c'est qu'il y a 90% qui ont bénéficié d'au moins une formation, une session des trois, pardon, une des 3 sessions de formation, et 70% qui ont bénéficié de la formation complète. Au décours, sur ces 64, 33 ont répondu au questionnaire après formation. Concernant nos résultats, si on commence à s'intéresser à la figure de gauche, donc vous avez les résultats en haut, avant formation en communication thérapeutique, ensuite après formation en communication thérapeutique, et le pourcentage de burn-out en fonction du degré, comme on l'évoquait tout à l'heure. Ce qu'on peut voir, c'est qu'on a une tendance non significative à diminution des degrés modérés et sévères de burn-out au profit des degrés plus légers. Si maintenant on regarde les 3 dimensions qu'on a citées tout à l'heure, l'épuisement professionnel, la dépersonnalisation et l'accomplissement personnel, on voit qu'il n'y a pas de différence significative sur le syndrome d'épuisement professionnel ou sur l'accomplissement personnel, mais par contre que significativement, on a un impact sur le score de dépersonnalisation. Donc on ressort positif de cette étude en disant très bien, la dépersonnalisation, la déshumanisation, c'est quelque chose qu'on entend souvent auprès de nos équipes, le fait d'avoir de la distance avec le patient, la chosification, de se sentir interchangeable, que ce soit pour les patients ou pour nous aussi les soignants. Donc finalement on se dit la communication thérapeutique, super, on sait que ça a un impact positif sur le patient, sur le soignant, et donc on pourrait même se dire, si on prend soin de notre soignant, peut-être que la qualité des soins, elle va augmenter elle aussi. Ce projet a été présenté sous forme de thèse en 2021 et vient d'être accepté sous forme de lettre en réponse à l'étude qui a été publiée dans Intensive Care Medicine en début d'année 2023, qui reprenait les hauts degrés de burn-out sur la population de réanimation médicale et paramédicale. Mais bien sûr, tout reste à développer, parce que comme vous l'avez vu, c'est une petite étude avec une faible puissance, qui a été une formation courte. Donc quel serait l'impact d'une formation complète, d'une formation pourquoi pas pendant nos études, pour l'entamer le plus tôt possible et pour en vérifier l'impact des cours. Je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup. Je trouve ça très bien qu'on présente ce type de sujet dans des sessions comme celle-là. Il faudrait qu'on en parle plus. Est-ce que vous pourriez préciser ce qu'il y avait dans les formations que vous proposiez aux soignants ? Oui. Alors, comme je vous le disais, c'était une formation courte par rapport à la formation habituelle en communication thérapeutique, donc on a bien été obligé de centrer sur les besoins. Donc, comment on a procédé ? Forcément, il y a eu des abords théoriques essentiels à la communication, et après, sur toutes les petites clés et outils pratiques, on a fait une étude préalable en recensant auprès des soignants et des patients leur ressenti sur les soins qui pouvaient être gênants, les communications difficiles, que ce soit avec toutes les personnes que vous pouviez rencontrer, que ce soit IDE, chirurgien ou autre, tout ce qui était aussi toilette, mobilisation. Donc on a recensé tout ce qui posait difficulté pour les soignants, mais aussi pour les patients. La chose qui a été intéressante, c'est déjà de se rendre compte que la vision des choses, elle n'était pas la même. Ça, c'était le premier point. Et donc on s'est centré sur les 2 axes et on a adapté des outils spécifiquement aux points difficiles. Par exemple, une des choses qui ressortait, où les soignants étaient très mal à l'aise, c'était la mise en place de la VNI, et c'était un point commun avec les patients. Pour eux, c'était pas confortable, c'était désagréable, et donc forcément, probablement que c'était moins bien fait, mal fait, ou pas comme nous on le désirait. Et donc on leur a appris des techniques, notamment le pacing. Je ne sais pas si, juste par curiosité, si vous êtes nombreux à être formés en communication thérapeutique ici ? À main levée ? Salut Alexandre. Salut Vincent. Voilà, quelques années. Voilà, donc bref, c'est des techniques de respiration, d'accompagnement qui sont faciles à mettre en place, qui sont faciles à apprendre et qui permettaient de mettre en place des choses très pratiques dans notre réanimation. Il y a d'autres choses qu'on a développées sur le détechniquage. Finalement, on s'est aperçu que pour les patients, le retrait de la sonde urinaire, ça ressortait dans le top 3 des soins les plus désagréables. Alors que pour nous soignants, on dit pas du tout, ça c'est easy, on préfère ça à la mise en place d'une gastrique ou autre. Maintenant, pour eux, c'est le fait de toucher à l'intimité ou autre, c'était dans leur top 3 de non, nous on veut pas ça.
Et donc, on a développé une façon de parler, un vocabulaire, une position ou des métaphores qu'ils pouvaient employer de façon assez systématisée pour accompagner le patient et optimiser cette prise en charge. Voilà des petits exemples, mais qu'on pourrait développer pendant très longtemps. Mais c'est des choses qui paraissent évidentes, mais qui sont difficiles à mettre en place, parce que justement, dans nos formations, on ne l'a pas du tout. Et où est-ce que vous vous êtes formé pour apprendre à faire ça? Alors, où est-ce que j'étais formée? J'ai eu la chance de pouvoir faire la formation communication thérapeutique avec l'Institut Émergence. Et c'est là que j'ai découvert la communication thérapeutique. Parce que, je ne sais pas pour ceux qui ne sont pas formés, mais je me suis aperçue que je ne savais pas du tout ce que c'était. Moi, j'estimais que j'étais bienveillante, et puis d'ailleurs, j'estime qu'on l'est tous, étant donné qu'on est soignant, qu'on est là pour ça, pour prendre soin. Et je me disais, en fait, ça doit être ça. Je fais attention à mes patients, j'essaye de bien faire, c'est probablement ça. Et en découvrant la communication thérapeutique, je me suis dit, mais pas du tout, il y a des choses incroyables à faire, et qui permettent, encore une fois, et c'était démontré, une meilleure adhésion et une meilleure efficacité des traitements et de nos prises en charge. Merci. Est-ce qu'il y a des questions? C'est juste une remarque, je ne vais pas poser de questions parce qu'on connaît bien le travail, mais c'était pour dire à tout le monde qu'il y a au-delà de ce qu'on montre là et d'un effet peut-être qui sera à confirmer. Je pense que mes collègues seront d'accord pour dire que quand on a des gens formés à la communication thérapeutique aussi dans l'équipe, moi, je ne suis pas du tout, et quand on travaille aux côtés par exemple, de Célia ou d'autres membres de notre équipe qui sont formés, ça retentit clairement sur toute l'équipe, dans les relations avec les cardiologues, les chirurgiens, les patients, dans les situations difficiles. Et c'est extrêmement plaisant, et ça donne envie de se former. Voilà. Merci Alexandre. Très bien, bientôt la formation alors. Ouais, alors comme je suis René, c'est encore un commentaire, c'est pas une question, mais c'est vrai qu'à l'heure de la crise RH, j'entends parler, c'est un travail qui a été fait avant le Covid. On voit qu'il y avait quand même des symptômes potentiellement de burn-out qui étaient déjà élevés avant l'intervention. Et je pense à l'heure où on veut fidéliser au maximum les professionnels qui nous entourent, et il faudrait que nos directions hospitalières s'intéressent beaucoup plus au sujet. Et c'est un investissement, mais qui pourrait permettre d'être gagnant et puis de fidéliser les équipes. Et puis de créer du lien aussi. Donc je pense que c'est des données très importantes. C'est une étude qui peut paraître modeste dans son nom, mais je pense que si on voudrait bien l'élargir et puis aussi aller voir nos tutelles pour essayer d'aller plus loin, je pense qu'il y a une bonne opportunité vu les problèmes qu'on vit actuellement. Oui, Adrien. Bonjour. Et alors, du coup, pour se former, comment ça coûte combien et on se tourne vers qui? C'est toujours la question. Hein. On a tous la même idée de se dire oui, on veut se former, oui, on veut que nos équipes se forment. Et c'est toujours les deux mêmes freins. Un, l'argent, et deux, le temps. Alors, je ne sais pas si dans vos CHU, il y a des formations institutionnelles. À Rennes, il y en a une qui donc, est accessible aux soignants. Vous vous doutez bien que c'est une liste fermée. Donc il y a peu de formations sur l'ensemble du personnel de façon annuelle. Et après, il y a des organismes privés qui permettent, soit avec convention, soit sans convention, de se former. Mais effectivement, ça a un coût. Et là, cette étude, elle a été réalisée grâce à la bonne volonté des gens qui étaient déjà formés et présents dans le service. J'en profite pour remercier Vincent, qui était un des formateurs et qui a largement participé au bon développement de cette étude. Mais sinon, en dehors, ça a un certain coût. Oui, mais avec beaucoup d'impact à la fois sur les équipes, mais je pense que ça doit aussi désamorcer pas mal de situations de tension avec les familles et avec les patients eux-mêmes, parce qu'on sait bien que de temps en temps, il suffit d'un petit mot un peu mal vécu pour engendrer des situations de tension, je trouve, en réa. Exactement, mais c'est ce qu'Alexandre disait, que c'est une utilité finalement assez large à la communication thérapeutique, c'est prendre soin de nos patients, mais aussi de nos collègues, de nos familles, des gens qu'on croise. C'est quelque chose qu'on peut utiliser vraiment largement, et c'est aussi pour ça qu'on s'est dit il y a probablement un impact sur nous, et un impact qui peut être dupliqué si c'est une formation qui est collective. Okay. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Non ? Eh bien alors on va clôturer cette session. Merci beaucoup et puis bonne suite de congrès.